Merci beaucoup, Dr. Shaiden. Je suis honorée d'être là parmi vous pour vous parler du cancer du rein métastatique. Ça va être très différent, beaucoup de courbes et beaucoup de tableaux, mais on va essayer de simplifier ça. Donc moi, je vais vous parler du cancer du rein métastatique. Je vais me concentrer sur le volet médical, mais si vous voulez, après, on peut en parler pour le volet chirurgical, parce qu'il faut vraiment une présentation à part pour ça. Donc, ça reste un cancer certes rare, les cancers du rein, avec 2 à 3% des cancers, de tous les cancers. En Tunisie, malheureusement, on n'a pas beaucoup de données, pas beaucoup d'épidémiologie. Peut-être qu'on devra s'y mettre une fois tous ensemble pour créer un registre. Et il faut savoir que la plupart, c'est des cancers du rein à cellules claires. Vous avez dû le voir ce matin. Les hommes sont plus atteints que les femmes. L'âge médian est de 65 ans. Donc, c'est vraiment le sujet âgé. Les facteurs de risque, vous les connaissez, vous les avez vus. Donc, ça reste le tabac, l'obésité, l'hypertension. Et malheureusement, on a 15 à 20% qui vont présenter des métastases avec la néphrectomie, des métastases d'emblée au diagnostic. Et on a à peu près 30% qui vont récidiver après la néphrectomie à visée curative dans un délai plus ou moins variable. Donc, aucun test de dépistage au jour d'aujourd'hui. Donc, une chose très importante à savoir quand on est devant un cancer du rein métastatique, pour pouvoir les prendre en charge, il faut absolument connaître ces critères-là, ces facteurs-là. Il faut classer un cancer du rein métastatique après avoir relevé ces 6 facteurs de risque. Donc, premier facteur de risque, c'est l'état général. L'état général qu'on va évaluer selon l'échelle Karnofsky. L'hémoglobine, il suffit de demander une NFS et de relever l'hémoglobine, le taux des plaquettes et le taux des neutrophiles, et après relever le temps par rapport à la néphrectomie, le temps de la récidive métastatique par rapport à la néphrectomie et le taux de calcium. Pourquoi? C'est pour classer ces cancers du rein métastatique en 3 catégories. On a les favorables, le risque favorable quand on a 0 facteur, avec une survie médiane quand même qui est de 20 mois pour ces patients-là. Le risque intermédiaire quand on a 1 à 2 facteurs, avec une survie médiane de 10 mois. Et le risque défavorable quand on a plus de 2 facteurs, donc au moins 3 facteurs, avec une survie médiane de 4 mois. Donc vous voyez déjà la différence entre ces 3 groupes en matière de survie médiane. Donc, il faut savoir qu'il y a avant 2018 et après 2018. Les recommandations en 2018, c'était ça, c'était très simple. Quand on a un cancer du rein métastatique, donc risque favorable, c'est-à-dire qu'on a 0 facteur de risque parmi les 6 facteurs que je vous ai montrés, c'est les inhibiteurs de la tyrosine kinase, donc c'est les anti-angiogéniques, à savoir sunitinib ou pazopanib. Quand on avait un mauvais pronostic, par contre, pas beaucoup de données dans la littérature, c'est le temsirolimus, donc c'est dans cette situation-là. Par contre, les choses ont beaucoup changé après, et les choses ont commencé à changer déjà en 2e ligne d'abord, puisque les recommandations ont changé et on commençait à avoir l'immunothérapie en 2e ligne. Alors, le premier essai qui a été publié, c'était le CheckMate 025. C'était des cancers du sein qui étaient pré-traités, donc immunothérapie nivolumab versus everolimus, qui était le standard à l'époque en 2e ligne, donc patients stratifiés selon les facteurs de risque, et clairement, on avait un bénéfice du nivolumab en matière de survie globale, je dis bien survie globale, si vous êtes un peu dans le domaine de l'oncologie, vous allez voir, en fait, vous devez savoir qu'il y a très peu d'essais qui ont montré un bénéfice en survie globale des traitements systémiques. Et là, on est en 2e ligne, des patients qui étaient déjà traités, et on a un bénéfice en survie globale quand même qui avoisine les 6 mois. Donc, avec des taux de réponse quand même objectifs qui avoisinaient le 25%, c'est-à-dire qu'un quart des patients répondaient. Donc, vous imaginez que si on a une grosse masse tumorale, que les patients répondent, ils vont avoir moins mal, ils vont certainement avoir moins de symptômes et aller mieux. Donc, et de là, on s'était dit, pourquoi pas essayer l'immunothérapie en première ligne. Juste un mot sur l'immunothérapie pour vous dire comment ça marche. L'immunothérapie, c'est un peu une thérapie ciblée qui va cibler le système immunitaire de l'être humain. C'est-à-dire qu'il faut se comprendre qu'un cancer, en fait, il va bloquer le système immunitaire. C'est pour ça que le corps humain, il va tolérer cette masse tumorale et cette cellule tumorale.
Et l'immunothérapie, en fait, elle va lever cette tolérance-là, elle va inhiber cette tolérance-là, et de là, en fait, le corps humain va reconnaître la cellule tumorale comme étant une cellule étrangère à notre corps, et donc il va l'attaquer comme une bactérie ou un virus. Donc, l'immunothérapie, ça marche en deuxième ligne, donc on est passé à la première ligne. Et d'ores et déjà, à partir de 2018, les choses ont beaucoup changé et ont beaucoup évolué avec l'immunothérapie. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 5 essais pilotes en matière d'immunothérapie. On a en 2017 un premier essai qui a été publié, donc c'est une association d'immunothérapie. Et après, tout ce qui vient après, c'est des associations, ce sont 4 essais, c'est des associations d'immunothérapie plus un inhibiteur de la tyrosine kinase, en l'occurrence donc des anti-angiogéniques. Alors, je vous fais remarquer que le bras contrôle, c'est le sunitinib dans tous les essais, puisque c'était le standard à l'époque. Malheureusement, ce n'était pas le standard dans les mauvais pronostics, et pourtant, puisque ça a été démarré plus ou moins en même temps, donc ça a été pris comme un bras standard, mais vous allez voir que quand même chez ces patients-là, les résultats sont assez intéressants. Donc, premier essai en 2017, c'est le CheckMate 214, c'est une association d'immunothérapie. Donc, en fait, ils ont pris des patients qui étaient naïfs de traitement, c'était des cancers du rein métastatiques, qu'ils ont stratifiés en fonction du score IDMC. Donc, des patients qui ont été randomisés entre un bras sunitinib versus un bras association d'immunothérapie. C'est une association qui a été validée initialement dans les mélanomes et qui avait montré beaucoup de progrès en survie sans progression et en survie globale. Et les malades ont été traités jusqu'à progression. Et clairement, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un bénéfice en survie globale. Donc ça, c'était la première publication où on n'avait pas atteint la survie médiane, avec quand même un taux de réponse qui avoisinait on a les 40% dans le bras association immunothérapie, 30% de confirmation de taux de réponse chez les malades. Donc, quand on dit taux de réponse, il faut imaginer, il faut réfléchir symptômes. C'est-à-dire que les malades, on va agir sur les symptômes puisqu'on va avoir un taux de réponse et donc moins de masse tumorale et forcément les malades vont aller mieux et donc vont avoir moins de symptômes, moins de douleurs, moins de saignements et un meilleur état général et un meilleur appétit. Par contre, ce qui ressort dans cet essai-là, c'est que dans le groupe favorable, cette association ne marche pas puisque vous voyez très bien qu'on a plus de taux de réponse dans le bras sunitinib par rapport au bras association immunothérapie. On a la moitié des patients qui répondent dans le bras sunitinib, par contre, on n'a que 30% des patients qui répondent dans le bras association immunothérapie avec une PFS qui était moindre. Et il faut savoir donc qu'on a eu un update des résultats de cet essai-là, qui confirme bien l'intérêt en PFS et l'intérêt en survie globale de cette association dans le bras, chez les patients avec un cancer du rein métastatique, risque intermédiaire et risque défavorable. Par contre, pas dans le bon pronostic. Donc cette association ne marche pas dans le bon pronostic. Donc, ceci est valable en PFS et en survie globale. Après 2018, les choses ont changé et cette association d'immunothérapie est rentrée dans leurs recommandations pour le risque intermédiaire et le risque défavorable, mais pas pour le bon pronostic. Donc, jusque-là, on reste sur les TKI pour le bon pronostic. Après 2018, on s'était dit, pourquoi ne pas associer ces deux classes thérapeutiques? Donc, soit associer une immunothérapie à un inhibiteur de la tyrosine kinase. Donc, dans ce sens, on a eu 4 essais après 2019 qui ont été publiés et republiés en update. Donc, première association, c'est avelumab axitinib versus sunitinib seul. Donc, je vous ai dit, dans tous les essais, le bras standard, c'est sunitinib. Donc, l'avelumab, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans le cancer de la vessie, qui a montré un intérêt donc, en maintenance après réponse aux chimiothérapies. Donc, avelumab, c'est une immunothérapie. Axitinib, c'est un inhibiteur de la tyrosine kinase qui avait l'AMM déjà en deuxième ligne. Donc, cet essai vient d'être publié, les résultats d'update, donc la mise à jour. Et clairement, par rapport à l'essai que je viens de vous montrer, on a un intérêt donc, en PFS, donc en survie sans progression, dans tous les groupes et quel que soit le niveau de risque des cancers du rein métastatiques.
Et ce, quel que soit le sous-groupe, à savoir que le patient ait eu ou pas une néphrectomie avant, que le patient ait ou pas un statut PDL1 positif ou pas, et quel que soit le niveau de charge tumorale chez ces patients-là. Deuxième essai pour l'association inhibiteur de tyrosine kinase et immunothérapie, c'est le Keynote 426. En général, quand vous voyez Keynote, c'est des essais avec le pembrolizumab, que ce soit dans tous les autres tumeurs solides, c'est les Keynote. Donc, c'est pembrolizumab plus axitinib versus sunitinib. Donc, première publication dans le New England. Donc, la mise à jour vient d'être publiée dans le Lancet. Et clairement, on a un bénéfice en survie globale toujours de l'association versus sunitinib seul. Et ce, quel que soit le sous-groupe. Donc, quel que soit le niveau de risque des cancers du sein métastatique, quel que soit l'état général du patient, quel que soit le statut PDL1 et quel que soit le nombre de métastases. En PFS, pareil, il y a un intérêt à cette association-là par rapport à sunitinib seul, avec un hazard ratio quand même à 0,69, c'est-à-dire qu'on a 30% de risque de décès avec l'association pembrolizumab-axitinib. Et évidemment, quel que soit le sous-groupe, qu'ils aient ou pas une néphrectomie ou un statut PDL1, même négatif, cette association, elle marche. Il y a une synergie d'action entre ces deux thérapies, avec quand même une chose très importante, un taux de réponse objectif qui dépasse les 50%. Donc la mise à jour à l'ASCO 2021 a bien confirmé l'intérêt en PFS et en survie globale de cette association-là. Par contre, peut-être pas un intérêt pour les patients avec un risque favorable de cette association-là, puisqu'on a un hazard ratio à 1,17, mais on reste bon quand même avec cette association-là dans le risque intermédiaire et le mauvais pronostic avec un hazard ratio à 0,64. Et des taux de réponse qui dépassent les 60% et surtout une durée de réponse qui avoisine les 2 ans. Donc vous imaginez des malades qui répondent et qui restent longtemps répondeurs jusqu'à presque 2 ans. Il y en a même qui dépassent puisqu'on a des répondeurs qui vont jusqu'à 42,8 mois des extraits. Par contre, c'est vrai qu'il y a des malades qui ne répondent pas du tout, à peine 2 mois, donc c'est des réfractaires d'emblée. Alors, troisième association, c'est le nivolumab cabozantinib. Rappelez-vous, le nivolumab, c'était le premier traitement, donc immunothérapie, qui avait montré son intérêt en deuxième ligne. C'était la première immunothérapie qu'on avait testée dans le cancer du rein, associée au cabozantinib. Le cabozantinib, donc c'est un anti-MEK. Vous en avez déjà entendu parler dans le cancer de la prostate métastatique. Donc, rappelez-vous de cette première diapo qui avait frappé un peu tout le monde, où on montrait des cancers de la prostate métastatique avec des scintigraphies osseuses qui étaient des super scans en fait à la scintigraphie et qui étaient complètement négatifs après cabozantinib. Donc, le cabozantinib, ça débarque dans le cancer du rein en association avec le nivolumab et clairement pareil. Donc, on a un bénéfice en survie globale et en survie sans progression. Et la mise à jour de cet essai-là confirme bien l'intérêt de cette association-là, avec des taux de réponse qui avoisinent les 40% avec cette association-là. Par contre, faites attention, et ça c'est valable quel que soit l'essai clinique, à la toxicité de cette association-là, à la toxicité de l'immunothérapie, puisqu'on a quand même plus de 30% d'effets indésirables grade 3. C'est parce que vous imaginez quand vous allez un peu stimuler le système immunitaire, vous allez stimuler le système immunitaire quel que soit l'organe et quelle que soit la fonction. Donc vous allez avoir des atteintes immunologiques de la thyroïde, du cœur, du poumon. Donc vous pouvez avoir des atteintes interstitielles du poumon, vous pouvez avoir des thyroïdites, vous pouvez avoir des endocardites immunitaires. Toutes les pathologies immunitaires que vous avez vues en médecine interne, on peut les avoir au décours d'un traitement par immunothérapie. Donc il faut faire très attention à la tox, ce n'est pas évident à gérer. Donc on commence à avoir une petite expérience personnelle à l'Institut avec l'immunothérapie et je vous avoue que ce n'est pas du tout évident. Donc dans ce dernier essai, en fait,
Ils ont eu surtout des hypertensions artérielles grade 3 avec l'association. Connaissant le sunitinib qui donne des hypertensions artérielles, donc vous imaginez une association qui donne encore plus d'hypertension artérielle. Déjà qu'avec le sunitinib, c'est compliqué tous les jours à gérer. Donc vous imaginez que ça doit être plus compliqué avec cette association-là. Et dernier essai donc, pour les associations, c'est l'essai CLIF, ça vient d'être actualisé donc, l'été dernier. C'est pembrolizumab plus lenvatinib versus sunitinib. On a un intérêt, donc un bénéfice en survie sans progression et en survie globale avec cette association-là, avec des médianes de PFS aux alentours de 24 mois, donc c'est quand même 2 ans. Vous imaginez pendant 2 ans un cancer du rein métastatique qui ne progresse pas et qui garde une qualité de vie assez remarquable, avec des taux de réponse qui avoisinent les 71% avec cette association-là, ce qui est énorme par rapport aux 40% à peine avec le sunitinib. Donc, les choses ont beaucoup changé, les recommandations ont beaucoup changé. Maintenant, quand vous allez ouvrir toutes les recommandations, que ce soit américaines ou européennes, vous allez voir ça. Donc, pour les bons pronostics, il faut retenir toutes les associations, sauf l'association nivolumab ipilimumab, puisqu'on a dit que ça ne marchait pas dans les bons pronostics. Le reste, les TKI tout seul, sunitinib, pazopanib, ça reste une option mais très timide. Pour le risque intermédiaire et le mauvais pronostic, eh ben, les 4 associations, ça marche. On peut les indiquer toutes. Et évidemment, le reste, ça reste une option. Les TKI en monothérapie, ça reste une option qui est de plus en plus délaissée. Alors, comment choisir entre tout ça? On fait double immunothérapie ou TKI immunothérapie. Ben, en fait, ça dépend de la réponse qu'on veut. Si on a une grosse masse tumorale, une grosse charge tumorale, on va plutôt s'abattre sur l'association immunothérapie-TKI, puisque vous avez vu qu'on a des taux de réponse extraordinaires qui arrivent jusqu'à 70% avec l'association pembrolizumab-lenvatinib. Il faut savoir que l'association d'immunothérapie, on a certes un recul plus lent, donc on connaît mieux les effets indésirables et on sait mieux les gérer. Et on a par contre des taux de réponse aux alentours de 11%, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on préfère plutôt l'association TKI immunothérapie quand on a besoin d'un taux de réponse plus important et donc d'une réponse rapide et qu'on a besoin que le patient aille mieux plus rapidement. Par contre, il faut faire attention aux toxicités, que ce soit qu'on soit dans l'un ou dans l'autre association, parce que ça reste quand même des toxicités qui sont assez compliquées à gérer. Alors, juste un mot pour finir. On a fini avec le cancer du rein métastatique. Il faut savoir que dans le futur, ce qui va arriver, c'est que tout le monde est en train de travailler sur des marqueurs prédictifs de réponse. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y a quand même des réfracteurs d'emblée à l'immunothérapie ou à l'association immunothérapie inhibiteur de la tyrosine kinase. Donc, on ne sait pas trop qui sont les patients qui répondent, qui sont les patients qui ne répondent pas. Autant dans les autres pathologies, on sait que par exemple les tumeurs qui expriment les PD-L1, comme dans le poumon par exemple, on sait que ceux qui expriment le PD-L1, l'immunothérapie marche mieux que la chimiothérapie, qu'à partir d'un certain taux de PD-L1, il faut pas associer la chimiothérapie à l'immunothérapie parce qu'on aura plus de réponses et une meilleure survie. Autant dans le rein, en fin de compte, le PD-L1, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, l'immunothérapie marche toujours, mais on ne sait pas trop quels sont les patients qui répondent et qui ne répondent pas. Donc, dans le futur, il faut s'attendre à d'autres biomarqueurs qui sont prédictifs de réponse à l'immunothérapie ou au TKI. Et pour finir, juste un mot, parce que bon, on a beaucoup parlé de chirurgie, même si ce n'est pas le but de mon topo. Et donc, parce qu'on me pose toujours la question, et c'est ce qu'on se pose toujours en RCP, est-ce qu'on fait un traitement adjuvant ou pas quand on opère un rein et quand on a des hauts risques de récidive sur l'histologie? En fait, il faut savoir que les TKI, il n'y a pas indication, puisqu'il n'y a qu'un essai qui avait montré un bénéfice du sunitinib, mais vraiment dans un pouls de malades très particuliers qui sont à très haut risque de récidive, et que ça n'a pas été retenu par aucune recommandation internationale, parce qu'en fait, c'est très toxique et on ne connaît pas la durée, et c'est un essai, ça reste quand même des résultats de sous-groupes qui n'étaient pas prévus dès le départ. Donc, vous allez trouver ça avec des recommandations très faibles. Pour ce qui est de l'immunothérapie, on a 4 essais en adjuvant, 3 essais qui sont clairement négatifs, qui sont là juste devant vous, mais ça vient d'être publié. Un essai avec le pembrolizumab qui est positif,
Donc, je vais vous en parler rapidement, parce que je trouvais que c'était important de vous en parler. Il faut juste que le pointeur, il marche. Voilà. Voilà, c'est cet essai-là dont je vous parle, donc adjuvant pembrolizumab après néphrectomie dans le cancer du rein à cellules claires. Donc, ils ont pris des patients néphrectomisés. Avant 12 semaines, ils démarraient un traitement adjuvant versus pas de traitement adjuvant. Et l'objectif primaire était la survie sans progression. L'objectif secondaire était la survie globale. En gros, en fait, ils ont pris des patients qu'ils ont stratifiés en risque intermédiaire de récidive, en haut risque de récidive, risque intermédiaire de récidive, et des patients no evidence of disease, c'est-à-dire que c'était des patients métastatiques qui ont été opérés sur la tumeur primitive et sur la tumeur et sur la métastase. Donc, c'était des patients qui ont été considérés en adjuvant. Et clairement, on a un intérêt en PFS. On n'a pas encore assez de recul pour la survie globale, mais il y aurait une tendance vers l'amélioration de la survie globale. Et quand on voit les études de sous-groupe, il y a un intérêt à faire de l'immunothérapie, quel que soit le sous-groupe. Alors, voilà. Donc ça, c'est la courbe de survie globale. Ce n'est pas significatif, mais ça tend vers la significativité. Et je pense qu'il faudra attendre plus de recul pour conclure sur la survie globale. Voilà, ça, c'était une parenthèse pour l'adjuvant. Faites attention toujours aux effets indésirables, parce qu'il y a eu quand même le quart qui ont arrêté le pembrolizumab en adjuvant. Et beaucoup de patients ont dû être mis sous corticoïdes forte dose, justement à cause des manifestations immunologiques sous immunothérapie. Voilà, donc peut-être laisser pembrolizumab en adjuvant, peut-être un petit espoir pour le cancer du rein non métastatique à venir. Et je suis là pour vos questions et merci. Merci beaucoup pour cet exposé très complet et surtout très actualisé, parce que les choses changent très vite. Et nous autres urologues, parfois, on a du mal à être à la page. Donc là, c'est la dernière version des recommandations en matière de traitement du cancer du rein métastatique. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, je vous remercie, Dr Ayedi, pour cette présentation. Juste un point technique. Est-ce que c'est le... Donc, est-ce que le CNAM donne des prises en charge pour le panel adjuvant? Ben, c'est parfait, je m'attendais à cette question en fait. Alors, c'est très compliqué. Non, elle ne donne pas de prise en charge. Donc, en fait, le patient va avoir un refus parce que ça n'a pas encore l'AMM. Donc, il va avoir un refus d'emblée. Mais on a eu des patients qui l'ont eu, surtout la double association IO-IO, c'est-à-dire immunothérapie niveau IPI, moyennant un recours auprès du ministère des Affaires sociales. Parce qu'en fait, c'est une association qui a déjà une longueur d'avance par rapport aux autres associations, puisque c'est une association qu'on utilise déjà dans le mélanome. Donc c'est plus simple en fait, les produits sont déjà là, ils sont déjà passés par le circuit DPM, pharmacie centrale, les différentes autorisations. Donc on arrive à avoir IPI niveau pour certains cancers du rein, surtout quand c'est des jeunes, et on arrive à avoir le nivolumab en deuxième ligne pour les cancers du rein qui progressent sous sunitinib ou sous pazopanib. Donc voilà, en gros, c'est ça la situation. Par contre, l'axitinib, à ma connaissance, aucun malade sous axitinib en Tunisie, en dehors des malades qui achètent. Et les autres, l'envatinib non plus. Pourtant, c'est une TKI qui commence à rentrer dans les cancers, parce que ça a une indication dans le cancer de la thyroïde. Donc ça a quelques indications dans les cancers de la thyroïde, mais à ma connaissance, pas encore dans le cancer du rein. Donc on ne peut pas envoyer des patients pour... On peut pas vous envoyer des patients pour un traitement adjuvant? Ben, c'est-à-dire que pour le traitement adjuvant, vous ne pouvez même pas les envoyer ailleurs, pas qu'en Tunisie, parce que c'est encore un débat. Le dernier essai avec le Pembro, ça vient d'être publié à peine, donc les recommandations, ils sont en train de changer. Et quand vous voyez les recommandations européennes, vous allez trouver level weak devant l'indication d'immunothérapie en adjuvant.
Le sunitinib, j'avoue que c'est très toxique et aucune équipe, à ma connaissance, partout dans le monde, qui arrive à le faire pendant 1 an en post-opératoire pour les hauts risques de récidive. Donc voilà. Reste pour le Pimbro maintenant. Ça, c'est vrai par contre. Je pense que les choses vont changer incessamment sous peu. Et il y a quelques malades, surtout chez des jeunes qui sont à haut risque de récidive ou avec des métas qui ont été réséqués. Ça vaut le coup de les discuter en RCP et de voir s'il faut ou pas leur proposer de l'immunothérapie en adjuvant. Alors, Emile vous pose la question suivante. Quel est le mécanisme d'action des TKI dans le cancer du rein? Alors, c'est très compliqué. En fait, c'est des inhibiteurs de la tyrosine kinase. Donc, en gros, ils vont inhiber la prolifération en passant par l'inhibition essentiellement de l'angiogénèse ou en passant par les voies MEC, par exemple le cabozantinib, c'est un anti-MEC, donc en inhibant les voies de signalisation intracellulaire, on va inhiber forcément la prolifération cellulaire. Donc ça n'a rien à voir avec l'immunothérapie et l'association, c'est une synergie. On va inhiber la prolifération via les voies de signalisation en inhibant les tyrosines kinases. Et à chaque TKI, sa tyrosine kinase, ça peut être en intracellulaire ou en extracellulaire, ça peut être des anti-angiogéniques aussi. Ça va inhiber la vascularisation et la néovascularisation. Et l'immunothérapie, ça va plutôt stimuler le système immunitaire contre la cellule tumorale. Nival, tu veux poser une question? Si. Il y a 2 heures de décalage horaire. C'est juste pour avoir comme un résumé de ce que vous venez de dire. Dans les cancers du rein métastatiques, le pronostic moyen ou bon ou mauvais, il y a une association entre les TKI et les inhibiteurs, la sunitinib, c'est ça? Non. En fait, dans les intermédiaires et le mauvais pronostic, on peut associer les TKI, donc les inhibiteurs de la tyrosine kinase, avec l'immunothérapie. Ou alors, on peut associer immunothérapie. On a 4 options d'association qui sont valables. Les TKI seuls, c'est-à-dire sunitinib, pazopanib, cabozantinib, ça reste une option, mais on préfère les associations. Dans le bon pronostic, on peut associer TKI et immunothérapie. Par contre, on ne peut pas proposer immunothérapie plus immunothérapie, puisque c'était le premier essai que je vous ai montré et que ça ne marche pas dans les bons pronostics. Donc, l'immunothérapie, c'est uniquement pour les bons pronostics. C'est ça? Non. Non, je veux dire, l'association. Parce qu'en fait, je vous ai montré, il y a 4 associations. Non, il y a 5 associations. Il y a une association immunothérapie plus immunothérapie. Il y a 4 associations immunothérapie plus inhibiteur de la tyrosine kinase. D'accord? Donc, retenez que toutes les associations marchent dans le risque intermédiaire et le mauvais. Toutes les associations, elles marchent. Qu'on associe 2 immunothérapies ou une TKI plus une immunothérapie, ça marche. Dans le bon pronostic, par contre, l'association immunothérapie plus immunothérapie, ça ne marche pas. Par contre, on peut donner une association d'inhibiteurs de tyrosine kinase plus une immunothérapie. C'est ça. C'est très clair. D'accord, c'est très clair. Et comme ça, c'est mnémotechnique maintenant, tout le monde a retenu. Alors j'ai une question sur le chat YouTube qui a été posée ce matin par le docteur Diallo Ismaïlia, et je lui dis que je poserai cette question à tous les orateurs. Quelle est la place de la néphrectomie de cytoréduction? Oui, d'accord. Ça mériterait l'objet d'une toute une présentation. Alors, il faut savoir que jusque-là, vous connaissez tous SURTIME et Carmenat Trial,
Et jusque-là, avant ces 2 essais-là, on n'avait que des études rétrospectives. Et ce qui se ressort de ces études rétrospectives-là, c'est qu'effectivement, les patients qui ont eu une néphrectomie, les patients, je veux dire, cancer du rein métastatique, qui ont eu une néphrectomie, ont une meilleure survie globale. Mais ça reste un biais de sélection puisqu'on est dans des études rétrospectives. Je m'explique. Les patients qui ont eu une néphrectomie sont des patients forcément qui vont mieux. Donc forcément, ils ont une meilleure survie. Après, on attendait donc les résultats de l'essai Carmena. Alors, il faut savoir que l'essai Carmena, c'est un essai de non-infériorité qui avait randomisé des patients qui étaient opérés. Après, ils ont eu du sunitinib et des patients qui ont eu du sunitinib d'emblée. Alors, ce qu'il ressort, c'est que les patients qui ont un risque intermédiaire et les patients qui ont un mauvais risque, donc les 2 derniers groupes, les résultats de survie globale sont non inférieurs chez les mêmes patients qui n'ont pas eu de néphrectomie. C'est-à-dire ces patients-là, qu'ils aient eu ou pas une néphrectomie, le résultat est le même en survie globale. Après, on a eu l'essai sur time. Alors, il faut savoir que l'essai sur time ne pose pas du tout la même question. L'essai sur time, il se pose une autre question. Je m'explique. En fait, la question qui se pose, c'est quels sont les patients qui vont bénéficier de cette néphrectomie. Donc, c'est un essai qui avait randomisé patients qui ont eu du sunitinib d'emblée, dès le diagnostic, cancer du rein métastatique. Ils vont recevoir du sunitinib, 3 mois de sunitinib. S'ils ne progressent pas, je dis bien s'ils ne progressent pas, ils vont avoir la chirurgie. L'autre groupe, il va être opéré d'emblée et recevoir du sunitinib après. Alors, ce qu'il ressort de cet essai-là, la conclusion des auteurs, c'était que chez les patients, toujours risque intermédiaire et mauvais pronostic, en fin de compte, qu'ils aient ou pas été opérés, la survie globale était pareille. Mais finalement, cet essai-là, qu'est-ce qui nous renseigne? Cet essai-là, en fin de compte, il nous répond que commencer sunitinib dès le départ, c'est finalement sélectionner les patients qui vont bénéficier de la chirurgie. C'est-à-dire que les patients qui vont progresser sur une sunitinib, c'est des patients qu'il ne faut pas opérer. Les patients qui répondent au sunitinib, c'est des patients, par contre, qui vont avoir une meilleure survie globale si on les opère. Finalement, les patients qui ont progressé sous une sunitinib, on les aurait opérés d'emblée, ils auraient une progression rapidement au premier contrôle après néphrectomie. Donc, je ne sais pas si vous avez compris la nuance. Donc, finalement, les patients qui ont un pronostic intermédiaire et un mauvais pronostic, c'est des patients que je vous invite à discuter en RCP. C'est au cas par cas. Et idéalement, ça serait de proposer un traitement systémique d'abord, voir les choses, comment ils évoluent. Si c'est des patients qui sont en train de répondre, oui, ça vaut le coup d'aller les opérer après. Si c'est des patients qui progressent, non. Finalement, opérer un patient qui va progresser juste après, je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller le mettre sous sunitinib. Donc, je ne sais pas si je me suis bien... C'est très clair. C'est très clair, Voilà. et c'est vrai que ça va être du cas par cas dans ce cas. Voilà. Et la réponse initiale est le facteur déterminant dans le futur algorithme. Il y aura sûrement un algorithme qui sera dans toutes les recommandations. Alors ça, c'est une question qui est sur le chat aussi. J'ai une question sur le chat. Après, je crois que le panel a beaucoup de questions à poser, mais j'ai une question sur le chat. Quelles sont les molécules disponibles en Tunisie ? Alors, en fait, pour les TKI, on a le sunitinib et on a le pazopanib. Pour l'immunothérapie, on a le nivolumab, l'ipilimumab. On a le pembro et l'atezo. Bon, l'atezo, il n'a pas d'AMM dans le rein, de toute façon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'immunothérapie, on ne l'a pas quand on la demande. On n'a pas de prise en charge accordée tout de suite par la CNAM. Il faut toujours passer par le recours. Et pour le niveau IPI, je pense qu'on n'a pas de souci avec le recours, puisque, comme je vous ai dit, c'est des molécules qu'on a déjà testées dans le mélanome. Pour le pembro, pareil, je ne pense pas qu'on ait des problèmes pour l'avoir, puisqu'on l'utilise déjà dans le cancer du sein triple nég et dans le cancer du poumon.
Mais après, j'avoue que ça reste au cas par cas et via une commission de recours au niveau de la CNAM. Merci. J'ai 2 questions. Donc la première, la réalité, les recommandations, parfois c'est un peu flou. Vous venez de dire que quand c'est le risque intermédiaire et le haut risque, favoriser peut-être les TKI après, donc on passera par la chirurgie s'y répond bien, mais on sait bien que parfois ça met du temps pour avoir l'accord et la prise en charge. Donc le patient peut évoluer entre-temps. Donc même quand on présente parfois le dossier à l'RCP, on prend forcément la décision, allez, on va opérer parce que le patient peut prendre plusieurs semaines pour avoir l'accord et on se perd dans tout ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est une excellente question. Mais en fait, je pense que si on est devant un mauvais pronostic d'emblée, aller l'opérer, je ne sais pas si on va lui rendre service. Et, après, je pense qu'au niveau de la CNAM, les choses se sont un peu améliorées. Et je ne pense pas qu'au niveau TKI, on attende plusieurs semaines maintenant avant d'avoir des TKI. J'avoue que les délais se sont raccourcis et on arrive à obtenir des TKI, je vais dire, dans un délai d'1 mois. Après, oui, c'est vrai que ça se discute au cas par cas. Je veux dire, si c'est des patients qui sont symptomatiques, qui ont des douleurs lombaires, qui saignent, oui, on ne va pas attendre, on va les opérer, même s'ils sont mauvais pronostic ou pronostic intermédiaire. Et puis, c'est vraiment au cas par cas, mais c'est vrai. Une autre question, si on a un patient qu'on a opéré, il a eu une néphrectomie élargie, donc dans le cadre curatif et dans la surveillance, dans le scanner de surveillance, on trouve une adénopathie unique de 2-3 cm, ou dans le deuxième cas, on trouve une métastase pulmonaire unique, et on réalise la chirurgie, on enlève l'adénopathie dans le cas N+, ou on enlève la métastase unique dans le cas M+. Est-ce qu'il y a une indication à prescrire les thérapies ciblées en post-opératoire ou pas ? En fait, ces patients-là n'ont pas été inclus dans les essais avec les TKI, avec le sunitinib ou autre. Par contre, ils ont été inclus dans le dernier essai avec le pembrolizumab. C'est ce qu'ils appellent les NED. No evidence of disease, c'est-à-dire que c'est des patients qui ont été opérés et sur le primitif et sur la méta, et clairement il y a un bénéfice à faire l'immunothérapie chez ces patients-là. Mais jusque-là, on n'a pas de réponse à cette question-là. Mais c'est vrai que la logique des choses veut qu'on les mettrait sous immunothérapie maintenant. Mais bon, avec les thérapies ciblées, on n'a aucune évidence. Et puis, c'est une thérapie ciblée, donc il faut bien qu'on ait une cible. Donc à partir du moment où on n'a pas de cible, peut-être que ça ne marcherait pas, mais ça reste des suppositions et on n'a pas de données dans la littérature pour ça. Merci Mouna pour cet excellent exposé. En fait, à chaque fois où on se réunit pour parler un petit peu du traitement du cancer du rein métastatique. Donc à chaque fois, c'est-à-dire que les exposés vont changer. Oui. J'ai devant moi, donc j'ai téléchargé dernièrement une courbe qui illustre un petit peu cette évolution du traitement. Et on voit la condensation donc, de molécules et on parle même d'air, donc les aires de traitement. On voit que c'est condensé, ça a commencé à partir de 2005-2006. Et maintenant, les courbes, on n'a plus d'espace entre les molécules, donc on les met. C'est à partir de 2018. Oui, voilà. Donc à partir de 2018, on voit un petit peu les molécules qui sont là. Et maintenant, on parle de l'ère des combinaisons. Donc c'est plus les molécules uniques, donc c'est les combinaisons. Bon, j'espère qu'en Tunisie, on peut essayer de suivre un petit peu ces schémas-là, parce que ça reste un petit peu flou quand même. Quel protocole adopter? Même en RCP, on est un petit peu gêné devant ces malades-là. Donc, vraiment, peut-être il faut unifier, penser à unifier donc, le protocole qu'on va utiliser par toutes les équipes. Et comme ça, on peut mettre un petit peu de poids pour essayer d'avoir... En fait, ça reste très flou. Et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que, qu'on le veuille ou pas, il reste beaucoup de malades qui ne répondent pas. Et on ne sait pas qui sont ces malades qui répondent et qui sont ces malades qui ne répondent pas.
Et j'avoue que c'est quand même assez toxique sur le plan santé publique, ces combinaisons-là. Ce qu'il nous faut, c'est de vraies études de pharmacoéconomie dans notre population et nous. Et puis surtout, si on arrive à savoir un peu qui sont ces malades qui vont répondre, ça serait plus simple pour nous. S'il y a des biomarqueurs prédictifs de réponse, je pense que ça limiterait nos prescriptions. Parce que moi, j'en ai vu, le dernier malade que j'ai eu, 40 ans, cancer du rein, c'était un risque, par contre, je crois, intermédiaire, association de niveau IPI. Je vous assure, une toxicité que je n'ai jamais vue de ma vie avec l'IPI. Il m'a fait tous les tableaux possibles et imaginables. Et finalement, à 3 cycles, il ne répondait pas. À 3 cycles, il ne répondait pas. 3 mois, quand même, ça fait une centaine, même plus de millions. C'est énorme. C'est énorme. Alors que maintenant, je l'ai mis sous sunitinib. Il tolère très bien. Et il a l'air de plutôt répondre par rapport à l'association d'immuno. Donc, c'est ça, en fait. Si on arrive à avoir des facteurs prédictifs et de limiter nos prescriptions et d'avoir des prescriptions ciblées pour ces malades-là, c'est plutôt TKI. Pour ces malades-là, ça serait plutôt une association. La combo, donc, ça pourrait peut-être nous aider. J'ai une petite question, donc une dernière question. En fait, on a vu toutes ces études-là. Mais il n'y a pas de précision concernant les sous-types de cancers qui sont traités. Est-ce que c'est uniquement les cellules claires ou bien c'est tous les... Oui, en fait, j'ai omis de le dire, mais c'est des cellules claires. Et il y a des études en cours pour les papillaires avec l'immunothérapie, mais c'est essentiellement des cellules claires. Et en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est en train de se faire maintenant un peu partout dans le monde, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour les non-acellules claires. Pas beaucoup de réponses dans la littérature. Pour l'instant, on reste sur les TKI en première ligne. Il y a quelques essais de phase 1-2 avec l'immunothérapie dans les non-acellules claires. Et, il y a un essai phase 3 en cours. Le recrutement, déjà que ce n'est pas facile. Vous imaginez que déjà le cancer du rein, c'est 3%, 90% de carcinome à cellules claires, donc trouver des non à cellules claires. Mais ce qui se fait un peu partout dans le monde maintenant, c'est ils sont en train de créer, on devrait y penser peut-être, ils sont en train de créer des RCP de cancer du rein, de cas rares. Donc, ils les discutent au cas par cas dans les RCP. Mais pour l'instant, pas beaucoup de réponses dans la littérature, peut-être dans les années à venir. Oui. Par contre, il y a, dans les associations de combo, il y a beaucoup de patients avec des composantes sarcomatoïdes. Et ça a l'air, qui est connu être un facteur de très mauvais pronostic, et ça a l'air de marcher. Dans les cancers du rein, cellules claires avec composantes sarcomatoïdes, meilleures que les TKI.